Il existe une plante nutritive oubliée qui pousse dans les fissures de votre allée et qui contient 15 fois plus de calcium que les épinards, 8 fois plus de vitamine C que les oranges et plus de protéines par once que la viande. Pendant 8500 ans, cet aliment ancestral interdit a soutenu des empires entiers des Grands Lacs jusqu'à la Méditerranée. Il ne se contentait pas de la récolter. Il la cultivait avec la même dévotion que le blé. Mais ensuite, nous avons créé une industrie de 74 milliards de dollars dédiée exclusivement à l'empoisonner jusqu'à l'extinction. Nous avons effacé son nom si complètement que la plupart des personnes de moins de 40 ans ne l'ont jamais entendu, bien qu'elles l'aient vu toute leur vie. Ce super aliment sauvage gratuit menace des empires entiers construits sur la rareté. Ce qu'ils ont découvert en 1987 sous les plateaux du Kentucky va tout changer de ce que vous pensiez savoir sur la nutrition, la survie et le système qui contrôle votre alimentation. Partie 1. Le trésor enfoui dans votre allée. 1987. Plateau Ozark, Kentucky oriental. Une équipe d'archéologues fouille des abris rocheux restés scellés pendant des millénaires. Ces abris ne sont pas ordinaires. Ce sont des chambres construites délibérément, conçues avec une précision qui défie notre compréhension des capacités des civilisations anciennes. Lorsqu'ils parviennent enfin à accéder à l'intérieur, ils découvrent des fosses de stockage soigneusement construites, placées avec une intention qui ne laisse aucun doute. Quelqu'un a protégé quelque chose de précieux ici. Quelqu'un a jugé que ce contenu méritait de survivre au-delà de sa propre vie. La datation au carbone livre des résultats qui stoppent le projet entier. 6500 avant Jésus-Christ, plus de 8000 ans. Mais l'ancienneté n'est pas ce qui paralyse les chercheurs, c'est le contenu. Des milliers de graines carbonisées et parfaitement préservées, stockées méticuleusement aux côtés de courges et de tournesols dans des configurations qui ne peuvent signifier qu'une chose. Ce n'était pas de la cueillette occasionnelle, c'était du stockage alimentaire, une agriculture délibérée, une planification à long terme, une survie organisée. Lorsqu'ils identifient les graines, le mystère s'approfondit. Chenopodium berlandieri, le chénopode natif américain ou en espagnol Quelite cenizo. Une plante que la plupart des Américains modernes considéreraient comme un déchet de jardin, une mauvaise herbe, quelque chose qu'on arrache et qu'on jette sans y réfléchir à deux fois. Et pourtant, la voici, préservée avec le même soin révérentiel que les graines de courge, traitée comme un trésor digne d'une protection millénaire. Que savait-il que nous avons oublié? La réponse se trouve dans les détails microscopiques. Lorsque les scientifiques examinent ces graines sous des microscopes haute puissance, ils découvrent quelque chose qui révèle la véritable ampleur de ce qu'ils observent. L'épaisseur de l'enveloppe de la graine ne mesure que 20 microns. 20. Les graines sauvages de Chenopodium mesurent 60 microns, 3 fois plus épaisses. Cela ne se produit pas par accident. Ce n'est pas la nature qui fait son œuvre. C'est une sélection humaine intentionnelle, génération après génération, année après année, pendant des siècles. Réfléchissez à ce que cela signifie. Des enveloppes de graines plus fines équivalent à une germination plus rapide. Une germination plus rapide signifie une croissance plus véloce. Une croissance plus véloce se traduit par plus de récoltes par saison. Quelqu'un, des milliers d'années avant que les laboratoires ou les microscopes n'existent, comprenait cela. Quelqu'un cultivait cette plante avec la même sophistication avec laquelle nous avons cultivé le maïs à partir de la théocynte ou le blé à partir d'herbes sauvages. De la science agricole se produisant en Amérique du Nord des milliers d'années avant même la naissance de Christophe Colomb. Et ce n'est pas un cas isolé. Le bassin de la rivière Ohio révèle davantage de preuves. Les abris rocheux du Kentucky montrent le même schéma. Les grottes du Tennessee racontent la même histoire. Partout, des graines de Chenopodium stockées aux côtés d'autres céréales, traitées avec le même soin que n'importe quelle culture de base. Vers 1700 avant Jésus-Christ, cette plante était totalement domestiquée dans le cadre de ce que les archéologues appellent le complexe agricole oriental. Un système sophistiqué de culture qui a soutenu des populations entières dans toute l'Amérique du Nord orientale pendant plus de 3000 ans. Bien avant que le maïs n'arrive du Sud. Mais l'histoire devient véritablement mondiale en 2014. Des chercheurs européens commencent à publier des découvertes qui font écho aux trouvailles américaines. Les sites de l'époque viking au Danemark contiennent les mêmes graines. Les établissements romains en Europe centrale montrent des schémas identiques de stockage. Les fosses de l'âge du fer en Allemagne et en France révèlent des jarres d'argile remplies de Chenopodium album, le cousin européen, soigneusement stockés aux côtés du blé et de l'orge. Et puis arrive la découverte qui domine les titres scientifiques pendant des semaines. Les corps des tourbières danoises. Des personnes de l'âge du fer préservées dans la tourbe pendant 2000 ans
avec un niveau de détail qui permet des analyses médico-légales modernes. Lorsqu'ils examinent le contenu stomacal de ces individus, ils trouvent des graines de Chenopodium, leur dernier repas. Ce n'était pas de la nourriture de famine. Ce n'était pas du désespoir. C'était de la nourriture régulière consommée par des gens ordinaires pendant 8500 ans d'histoire humaine documentée. Le savoir était véritablement mondial. Les Zuni, dans ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Mexique, cuisinaient les jeunes feuilles tendres dans le cadre de leur régime saisonnier. Les Iroquois la récoltaient chaque été, avec la même régularité que n'importe quelle autre culture. En Inde, ce savoir ne s'est jamais perdu. Ils l'appellent batua, et vous pouvez l'acheter dans n'importe quel marché d'hiver aujourd'hui même. Ce n'est pas de la nourriture de pauvres. C'est un légume premium, recherché spécifiquement pour son goût et ses propriétés nutritives. En Chine, les espèces cousines appelées hoi n'ont jamais cessé d'être cultivées. Le savoir était mondial, la culture était délibérée, et la nutrition était profondément comprise, bien avant que des laboratoires capables de la mesurer n'existent. 8500 ans de culture humaine intentionnelle. Des civilisations entières construites autour de cette plante. Un savoir préservé dans des jarres d'argile, transmis de génération en génération, valorisé comme l'un des piliers de la survie humaine. Et puis, en moins d'un siècle, nous l'avons presque complètement effacé de la mémoire collective. Américaine. Pas par accident. Pas par des changements naturels dans l'agriculture, mais par conception délibérée. Pour l'argent. Pour le contrôle. Pour un système qui ne peut tolérer l'abondance qu'il ne peut vendre. Partie 2. Le crime parfait. 1150 après Jésus-Christ, le maïs était arrivé en Amérique du Nord orientale, et avec lui est venu quelque chose de plus qu'une culture. Un modèle économique est arrivé. Le maïs était dense en calories, facile à stocker, et surtout, il s'inscrivait dans le système de contrôle centralisé que les colonisateurs européens apporteraient plus tard. On pouvait le taxer, on pouvait le mesurer, on pouvait le contrôler. En quelques générations, le complexe agricole oriental s'est effondré. Le chénopode, l'amarante, l'orge petite, la renouée. Des cultures qui avaient soutenu des civilisations pendant 3000 ans se sont évanouies. Et voici ce qui est vraiment tragique. La variété native domestiquée, soigneusement cultivée pendant 3 millénaires, s'est éteinte. Elle a disparu pour toujours. Lorsque les colons européens sont arrivés, ils ont apporté leur propre Chenopodium album. Ils le connaissaient sous le nom d'ancérine, d'herbe au cochon, de pâte d'oie. Les paysans le mangeaient pendant les famines, le donnaient au bétail, l'utilisaient comme médicament. Mais à cette époque, l'agriculture signifiait le blé, le maïs, les cultures commerciales, des choses qu'on pouvait taxer, vendre, contrôler. La plante a survécu malgré tout, poussant dans les fossés, sur les bords de route, dans n'importe quelle parcelle de sol perturbé. Elle n'avait besoin de la permission de personne. Elle poussait simplement. Cela a toujours été sa force. Et finalement, cette force deviendrait sa condamnation à mort. 1950. L'Amérique d'après-guerre. Le GI Bill finance des millions de nouvelles maisons. Les banlieues explosent. Et avec elles arrive une nouvelle obsession. La pelouse parfaite. Une pelouse uniforme, vert émeraude, sans absolument aucune mauvaise herbe visible. Une monoculture stérile qui consomme des ressources massives et ne produit rien d'autre qu'une illusion de contrôle. La construction massive crée du sol perturbé partout. Des conditions parfaites pour le chénopode, qui colonise le terrain nu plus rapidement que presque n'importe quelle autre plante. Soudain, chaque jardin de banlieue en a qui pousse. Les propriétaires paniquent. Cela ne correspond pas à l'image vendue par les magazines, c'est le chaos au milieu de l'ordre. Et c'est là que l'histoire devient sinistre. 1947. La compagnie Scotts commence la commercialisation massive d'herbicides aux propriétaires américains. L'ingrédient actif principal est le 2,4-D. Et voici le détail qui change tout. Et pendant ce temps, le paradoxe continue à pousser, littéralement, parce que chaque campagne pour l'effacer ne fait que confirmer ce qu'elle démontre, que la nature peut être plus généreuse que le marché. Pensez au panorama actuel. Les oméga-3 sont devenus un business global. Poissons, huile de poisson, gélules, transformées, marques. Et en même temps, les écosystèmes marins subissent une pression. Dans ce contexte, une plante qui produit de l'oméga-3, qui pousse gratuitement et qui vit dans presque n'importe quelle zone habitée de la planète, est une anomalie dangereuse pour tout modèle basé sur la rareté. C'est pourquoi il y a des endroits où on ne l'a jamais oublié. L'Inde, où on le mange comme kulfa. La Grèce, où il apparaît comme glistrida dans les salades d'été. Le Mexique, où on le fait sauter avec ail et piment. La Chine, le Moyen-Orient, la Turquie, l'Iran.
La moitié du monde l'a maintenu vivant en cuisine. L'autre moitié a appris à le voir comme un ennemi. Et voici le futur qui entre. Quand on parle de changement climatique, un modèle se répète. Zones semi-arides qui deviennent plus sèches, vagues de chaleur, sols dégradés, stress hydrique, exactement le type de conditions où beaucoup de cultures échouent en premier. Et exactement le type de conditions où le pourpier non seulement survit, mais prospère. C'est comme si la solution avait attendu dans l'endroit le moins glamour possible. Pas dans un laboratoire, pas dans un projet millionnaire, dans une fissure du sol. Le pourpier se reconnaît facilement quand vous savez quoi regarder. Des tiges rougeâtres qui rampent collées au sol. Des feuilles charnues, comme de petites pelles vertes, douces et brillantes. Pas de petits poils, pas d'âpreté. Si vous cassez une tige, apparaît un intérieur humide, presque translucide, et en saison, de petites fleurs jaunes, discrètes, cachées entre les feuilles. La partie la plus tendre se récolte jeune, quand les feuilles ont encore ce croquant frais, légèrement salin et avec une pointe acide. On peut le manger cru, comme base de salade. On peut le faire sauter comme des épinards. On peut le mélanger dans des ragoûts, même le conserver au vinaigre. Et si vous voulez qu'il revienne, laissez juste une partie faire ses graines, parce qu'une seule plante peut vous donner des graines pour un jardin entier. Maintenant, vous le savez. Cette plante que vous arrachez sans penser à 4000 ans d'histoire, plus d'oméga 3 que le poisson que vous achetez, et une biologie que la science a considérée impossible jusqu'en 2022. Demain, quand vous marcherez dans votre jardin, vous la verrez différemment. Et vous devrez décider. L'arracher parce qu'on vous a dit que c'est une mauvaise herbe, ou vous pencher et la goûter. Moi, j'ai déjà pris ma décision. Le pourpier n'est pas une mode, c'est de la mémoire vivante. Un aliment qui a traversé des millénaires, qui a nourri des cultures entières et que la science moderne a trouvé presque impossible par sa façon de survivre. On l'a appelé mauvaise herbe pour que vous l'arrachiez sans réfléchir. Mais il est toujours là, en silence, attendant que quelqu'un se souvienne de ce qui était auparavant évident. Si cette histoire vous a ouvert les yeux sur ce que la nature cache juste sous vos pieds, abonnez-vous à Nature Cachée. Ici, nous révélons les plantes oubliées, les remèdes ancestraux et les secrets que le système préfère que vous ignoriez. La prochaine vidéo pourrait changer votre santé pour toujours. Ce produit chimique a été développé pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du programme de recherche sur les armes biologiques des États-Unis. Des armes conçues pour détruire les récoltes ennemies, pour créer des famines. Lorsque la guerre s'est terminée, les compagnies chimiques avaient besoin de toute urgence de nouveaux marchés civils. Elles devaient convertir les armes en produits de consommation. Et les pelouses américaines sont devenues le champ de bataille parfait. Des millions de propriétaires, tous endoctrinés dans l'idéologie de la pelouse immaculée, tous prêts à payer pour des produits chimiques qui promettaient d'éradiquer tout ce qui n'était pas de l'herbe. Vers 1960, les associations de propriétaires ont commencé à rédiger des statuts contre les mauvaises herbes nuisibles, des listes spécifiques de plantes proscrites. Et le chénopode figurait en tête de chaque liste. Vous pouviez être condamné à une amende, traîné devant les tribunaux, forcé de vendre votre propriété pour avoir permis à de la nourriture de pousser sur un terrain qui vous appartenait légalement. Vous pouviez perdre votre maison pour cultiver de la nourriture gratuite. L'agriculture industrielle a suivi le même schéma amplifié. Le chénopode concurrence le soja et le maïs, les cultures les plus subventionnées de l'histoire de l'agriculture américaine. L'industrie des herbicides a explosé à 40 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Le contrôle des mauvaises herbes a ajouté 34 milliards supplémentaires. 74 milliards de dollars dépensés annuellement pour détruire des plantes avec le chénopode comme cible numéro 1. Et voici le contraste qui devrait nous faire réfléchir. Le marché des légumes feuilles a atteint 95 milliards de dollars. Épinards, choux frisés, laitues. Tous transportés depuis la Californie, irrigués avec une eau de plus en plus rare, emballés dans du plastique, expédiés sur des milliers de kilomètres. Et le chénopode, offrant la même nutrition, pousse gratuitement dans chaque fissure du trottoir. Parlons de ce que cette plante contient réellement. Une tasse de chénopode contient 464 mg de calcium. Les épinards en contiennent 30 mg. C'est 15 fois plus de calcium dans la plante que vous empoisonnez que dans le super-aliment que vous achetez 5 $. Vitamine C, 66 mg par tasse contre 8,4 dans les épinards. Plus de fer, plus de protéines complètes, plus de vitamine B que pratiquement n'importe quel légume feuille dans votre supermarché. Une tasse vous donne 740 et 1% de votre besoin quotidien en vitamine K. La vitamine que les compagnies pharmaceutiques vendent en complément à 20 $ la bouteille. Michael Pollan a appelé le chénopode et le pourpier deux des plantes les plus nutritives du monde. Pas deux des légumes les plus nutritifs, deux des plantes les plus nutritives. Point final. Sur toute la planète.
Les Tohono O'odham l'ont cultivé pendant des milliers d'années sans laboratoire. Les paysans européens savaient que les poulets engraissaient 2 fois plus vite nourris avec elle. Les gens ont toujours su que cette plante était extraordinaire. Alors, pourquoi cette guerre? Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire avec le chénopode. Vous ne pouvez pas le breveter. Vous ne pouvez pas le modifier génétiquement pour qu'il dépende d'engrais spécifiques que vous seul vendez. Vous ne pouvez pas contrôler ses graines. Chaque plante produit 75 000 graines qui restent viables 40 ans. Coupez-la en morceaux et chaque fragment prend racine. Elle guérit les sols appauvris. Elle pousse sans eau. Elle tolère les extrêmes. Elle ne demande rien. Dans un système alimentaire construit sur la rareté et le contrôle, une telle plante est plus dangereuse que n'importe quel fléau. Le chénopode menace l'industrie des légumes-feuilles, le marché des compléments de calcium, les industries de vitamines. Toutes dépendent du fait que les gens croient qu'ils doivent acheter des choses alors qu'une plante dans leur allée l'offre gratuitement. Mais c'est plus profond. Elle menace la logique fondamentale de l'agriculture moderne. L'idée que la nourriture doit être difficile, qu'elle doit nécessiter des intrants massifs, qu'elle doit être contrôlée par des corporations qui vendent des semences brevetées chaque année, des engrais chaque saison, des pesticides pour tuer tout ce qui pousse sans permission. Le chénopode pousse sans permission. Il guérit le sol au lieu de l'appauvrir. Il nourrit les gens sans rien demander. Ce type d'abondance, gratuite, incontrôlable, disponible pour n'importe qui, ne peut exister dans un système construit sur la rareté artificielle. Alors la plante a été effacée. Pas par le feu, pas par une guerre ouverte, mais par le langage. Nous l'avons appelée mauvaise herbe, fléau, problème. Nous avons créé tout un vocabulaire autour de sa destruction. Et nous avons convaincu 3 générations que cette plante est leur ennemi. La plupart des Américains de moins de 40 ans l'ont vue toute leur vie. Mais ils n'ont pas de nom pour elle. Lorsque vous effacez le nom, vous effacez le savoir. Lorsque vous effacez le savoir, vous effacez le pouvoir. Et lorsque vous effacez le pouvoir, vous pouvez vendre ce qui était autrefois gratuit. Partie 3. La résistance silencieuse. Mais voici ce que le système n'a pas pu complètement effacer. La plante elle-même. Tandis que les Américains oubliaient systématiquement. Tandis que des générations entières grandissaient sans savoir que de la nourriture poussait sous leurs pieds, le reste du monde a continué à manger. Parce que cet effacement culturel était spécifiquement américain. C'était une expérience de contrôle des masses qui a fonctionné de manière terrifiante à l'intérieur des frontières des États-Unis, mais qui n'a jamais réussi à s'exporter complètement au reste de la planète. En Inde, en ce moment précis pendant que vous écoutez ceci, le batua se vend dans chaque marché d'hiver, pas caché dans un coin sombre comme nourriture de pauvres ou de désespérés, exposé bien en vue comme légume premium de saison. Les gens attendent son arrivée chaque année, comme vous attendriez les premières fraises du printemps ou les premières tomates de l'été. Les vendeurs l'empilent en tas verts et frais. Les familles l'achètent par kilo. Les chefs le préparent dans des plats traditionnels qui se sont transmis de génération en génération pendant des siècles. Le savoir ne s'est jamais rompu. La chaîne de transmission culturelle est restée intacte. En Chine, le wai se cultive encore dans des millions de jardins familiaux et de petites fermes. Pas comme curiosité historique, pas comme expérience de retour à la nature, mais comme légume ordinaire et valorisé que les gens cultivent parce qu'il a bon goût, parce qu'il est nutritif, parce que leurs grands-parents le cultivaient, et les grands-parents de leurs grands-parents avant eux. La continuité culturelle a protégé le savoir même lorsque la modernisation balayait tant d'autres traditions. Au Mexique, les Quelites n'ont jamais quitté le régime alimentaire. Les légumes sauvages, incluant plusieurs espèces de Chenopodium, sont restés intégrés dans la cuisine régionale de manière qui déconcerterait la plupart des Américains. Les grands-mères enseignent encore aux enfants exactement quelles plantes chercher dans les champs, comment les reconnaître à différents stades de croissance, quand les récolter pour un maximum de saveur et de nutrition, comment les cuisiner pour rehausser leur qualité. Ce savoir coule comme l'eau de génération en génération, aussi naturel qu'apprendre à un enfant à marcher ou parler. Ce qui s'est passé en Amérique était un génocide culturel, mais il était incomplet. Parce que même ici, même au cœur du système qui a tenté d'effacer ce savoir, des fragments ont survécu. Les familles immigrantes ont apporté le savoir avec elles, caché dans des recettes, préservé dans la mémoire, transmis dans des cuisines familiales loin des regards qui pourraient juger ou interdire. Les grand-mères italiennes se souvenaient de l'anserine de leur enfance en Sicile ou en Calabre. Les familles mexicaines connaissaient le pourpier et n'ont jamais cessé de le récolter dans les terrains vagues et sur les bords de route. Les communautés autochtones n'ont jamais complètement arrêté la récolte d'aliments traditionnels, bien qu'elles aient dû le faire plus silencieusement, plus prudemment, sous le radar d'un système qui avait criminalisé leurs pratiques ancestrales.
Le savoir a survécu en fragments, en morceaux brisés de sagesse ancienne préservés contre toute attente. Il s'est transmis en chuchotement, en démonstrations silencieuses, en promenade dans les champs où une grand-mère s'arrêtait et disait « Regarde, celle-ci, tu peux la manger. Souviens-toi de son apparence. » Attendant patiemment le moment où les gens en auraient à nouveau besoin. Attendant le moment où le système qui avait tenté de l'effacer commencerait à s'effondrer. Et ce moment est là, maintenant. La laitue commerciale nécessite une irrigation absolument constante, des quantités massives d'eau appliquées à intervalles précis. Les épinards ont besoin de températures fraîches constantes et de niveaux d'humidité soigneusement contrôlés. Les cultures qui nourrissent actuellement 8 milliards de personnes ont été sélectionnées spécifiquement pour la stabilité, pour des schémas climatiques prévisibles, pour des saisons qui arrivaient et partaient selon des calendriers fiables, pour un climat qui n'existe tout simplement plus. Le chénopode a été construit par des millions d'années d'évolution pour exactement le contraire, pour le chaos, pour l'imprévisibilité, pour des conditions qui tueraient des plantes plus délicates en quelques jours. Il survit avec une pluie absolument minimale. En fait, il prospère dans des conditions de sécheresse qui feraient que les agriculteurs commerciaux se déclareraient en faillite. Il prospère dans une chaleur extrême qui flétrit les épinards et la laitue en quelques heures. Il pousse dans un sol dégradé, dans une terre qui a été tellement appauvrie par l'agriculture industrielle que littéralement rien d'autre n'y poussera. Il n'a pas besoin d'irrigation, il n'a pas besoin d'environnement contrôlé, il n'a besoin de rien des humains, sauf que nous cessions d'essayer de le tuer. Et voici l'ironie qui devrait nous faire tous reconsidérer tout. Pendant 70 ans, nous avons collectivement dépensé des milliards de dollars à empoisonner systématiquement la plante qui pourrait nous sauver. Pendant que nous construisions des systèmes alimentaires de plus en plus fragiles, plus dépendants d'une stabilité climatique qui s'évanouissait, plus vulnérables à toute perturbation, la réponse attendait. Poussant dans chaque fissure du trottoir, émergeant dans chaque parcelle de sol perturbé, apparaissant exactement partout où nous lui avons dit de ne pas pousser. La nature, avec sa patience infinie, offrant des solutions que nous refusions de voir parce que nous avions été entraînés à voir des ennemis au lieu d'alliés. Partie 4. La reconquête. Alors, comment reconnaissons-nous cette plante qui a été sous nos pieds tout ce temps? Les feuilles ont une forme de losange distinctive, plus large au milieu qu'aux extrémités. Lorsqu'elles sont jeunes, elles ont la forme reconnaissable de patte-doigt, d'où l'un de ses noms traditionnels. Et voici le détail qui la rend immédiatement identifiable, même pour les débutants absolus. Elle a un revêtement blanc poudreux à la surface des feuilles, particulièrement visible le matin ou après une pluie légère. On dirait presque comme si quelqu'un avait légèrement saupoudré de la farine dessus. Ce revêtement est naturel. C'est une partie de la façon dont la plante conserve l'humidité, et c'est votre signal le plus clair d'identification positive. Une fois que vous la reconnaissez, que faites-vous? D'abord, arrêtez de l'empoisonner. Cessez de la voir comme une ennemie. Laissez-la pousser. Laissez-la guérir votre sol pendant qu'elle vous offre de la nourriture gratuite. Parce que le chénopode améliore vraiment la terre où il pousse. Ses racines brisent le sol compacté. Il ramène les nutriments des couches profondes à la surface. Lorsqu'il meurt et se décompose, il laisse le sol plus riche. Pour récolter, vous prenez les premiers centimètres de chaque plante, les tiges tendres et les jeunes feuilles. Vous les cuisinez exactement comme des épinards. Sautez à l'ail, bouillis et égouttez. Ajoutez aux soupes. La chaleur de la cuisson décompose l'acide oxalique naturellement présent. Une fois cuite, vous pouvez en manger autant que vous voulez. Et voici la partie qui boucle le cercle de retour à ces civilisations anciennes. Gardez les graines. Chaque plante produit 75 000 graines qui restent viables 40 ans. Vous pouvez les conserver dans un bocal et les planter une décennie plus tard. Partagez ces graines avec vos voisins, amis, famille. Enseignez à vos enfants comment la reconnaître, comment la récolter. Réclamez le nom qui a été arraché. Kelit Senizo, Chenopodium, Batua, Hoi. C'est une plante qui ne demande rien, qui survit à tout, qui nourrit librement quiconque a le savoir pour la reconnaître. La culture que des industries entières ont tenté d'effacer. Le savoir pour lequel elles ont dépensé des milliards à supprimer. La nourriture qu'on vous a appris à détruire. Mais voici la vérité finale. Ce savoir n'est pas perdu. Il n'a jamais vraiment été perdu. Il est enterré dans chaque graine qui germe dans la fissure d'un trottoir. Il est préservé dans les mains de grand-mères qui n'ont jamais oublié. Il attend dans le sol sous vos pieds, attendant les mains prêtes à le récolter, les esprits prêts à se souvenir. Combien d'autres plantes comme celle-ci avons-nous détruites sans nous rendre compte de ce que nous perdions? Combien de savoirs ancestral sur la survie réelle avons-nous effacés au nom du progrès? Quoi d'autre pousse gratuitement sous nos pieds que les industries ont besoin que nous continuions à ignorer?
La vraie richesse n'a jamais été dans ce que nous achetons dans les magasins. La vraie richesse est dans ce que nous apprenons à reconnaître, dans ce dont nous nous souvenons, dans ce que nous préservons non pas parce que c'est rentable, mais parce que c'est vrai. Les systèmes peuvent s'effondrer, mais la nature est infiniment patiente. Le chénopode a attendu 70 ans de guerre chimique totale, et il est toujours là, poussant dans chaque fissure, plus fort, plus résilient, plus nécessaire que jamais. La question n'a jamais été de savoir si la plante survivrait. La vraie question est de savoir si nous apprendrons à temps, si nous reconnaîtrons les réponses qui poussent sous nos pieds, avant que les systèmes qui ont ignoré ces réponses ne s'effondrent complètement. Si nous aurons l'humilité d'admettre que nos ancêtres, sans laboratoire ni diplôme, savaient des choses profondément importantes que nous avons oubliées dans notre hâte à monétiser chaque aspect de la survie. Le savoir est ici, la plante est ici. Le choix de se souvenir ou de continuer à oublier est le nôtre. Si ce savoir a ouvert quelque chose en vous, s'il a changé ne serait-ce que légèrement la façon dont vous voyez le monde sous vos pieds, alors partagez-le. Aimez pour que plus de personnes découvrent ce qu'on a tenté d'effacer. Abonnez-vous à Nature Cachée, parce que la prochaine voûte s'ouvre bientôt, et elle contient des secrets qui changeront complètement votre compréhension de ce que la nature peut faire. Chaque partage protège le savoir ancestral. Chaque abonnement est un vote pour se souvenir plutôt qu'oublier. La prochaine histoire attend. Et je vous garantis que vous ne verrez plus jamais votre jardin de la même manière.